Salut à tous, alors je vais vous faire une présentation générale de mon jardin et de la basse-cour, des volailles. Alors qu'est-ce que j'ai comme espèce et qu'est-ce que j'en fais, combien j'ai de volailles en tout et quel est mon plan pour le futur proche. Donc c'est un espèce de point que je vous fais cette année parce que les choses sont en évolution constante. Pour commencer, initialement, j'ai commencé avec 4 poules de 4 couleurs différentes parce que c'est exactement le nombre de races que l'éleveur de la ville d'à côté possédait. Donc j'avais une jaune grise, une blanche, donc ça c'est deux des premières, une rousse, je sais pas si c'est celle-là, mais il y a encore une rousse d'origine, et la noire là-bas, je crois que c'est aussi noire d'origine. Non, si je me trompe pas, la rousse c'est une nouvelle parce que j'en ai perdu une rousse. Entre temps, j'ai rajouté de nouvelles. Enfin, initialement, j'ai commencé à rajouter 4 Khaki Campbell femelles et un Khaki Campbell mâle, donc des canards. À l'époque, c'était pour lutter contre les limaces et aussi parce que je savais que les œufs de canard les œufs de canne étaient très bons. Donc voilà. J'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai acheté les canards 1 ou 2 semaines seulement après avoir acheté les poules. Donc ça vaut même pas la peine de... On peut dire que je les ai achetés en même temps en fait. Initialement, j'avais créé un espèce de tracteur à poules, structure PVC, avec un grillage fin qui entourait. Donc les poules étaient limitées dans ce rectangle de 4 mètres sur 2 mètres. Et j'avais donc au final 8 volailles là-dedans. Et je me suis retrouvé en seulement quelques semaines à passer presque toute la journée avec le tracteur à poules ouvert, juste fermé en journée quand j'étais pas là. Parce que ça me faisait de la peine de les voir dans un espace aussi petit, et puis que c'était assez fatigant de sortir le poulailler, de déplacer le tracteur et de remettre le poulailler dedans. Donc un tracteur à poules qui n'est pas complètement autonome avec un poulailler intégré dedans, c'est une mauvaise idée, je vous le déconseille. Le PVC, ça s'est avéré une mauvaise idée finalement parce que c'était trop léger et que ça a fait des culbutes dans une tempête. Mais heureusement à ce moment-là j'avais déjà le nouveau poulailler. Donc le nouveau poulailler c'est la boîte en bois là-bas que vous voyez. Et ça je l'ai fait initialement surtout à l'arrivée de l'hiver pour avoir un vrai poulailler fermé. Pour protéger les poules du froid. Et aussi pour voilà, avoir un endroit où les poules seraient parfaitement en sécurité la nuit. Donc tiens, j'ai une poule qui couve, mais je viens de lui enlever les œufs. Donc c'est un poulailler qui a 2 perchoirs, une petite passerelle, 2 pondoirs ou nichoirs. Et donc vous avez vu l'entrée pour récupérer les œufs, l'entrée principale pour nettoyer, la petite échelle, l'entrée pour les poules et 2 petits compartiments sous les nichoirs, sous les pondoirs qui étaient censés servir de couvoir. S'il y a une poule qui couve, j'avais l'intention de la mettre là-dedans pour qu'elle occupe pas tout le pondoir, mais ça s'avère beaucoup plus compliqué que ce que je croyais parce que les poules n'aiment pas bien être déplacées. Donc si je la mets là-dedans, que je l'enferme quelques heures et que je réouvre, elle va avoir tendance à ressortir et à retourner sur les œufs pondus le jour d'après, en abandonnant les œufs qu'elle avait commencé à couver déjà. Donc c'était pas une super idée, mais j'utilise encore, ça sert de pondoir pour les canards maintenant. La canne de Barbarie a élu domicile là-dedans, et j'ai réussi à l'obliger à couver là-dedans pendant qu'elle essayait de couver dans le pondoir des poules. Ok, donc quand j'ai fini de fabriquer ce poulailler, je suis passé à un système de clôture en filet électrifié. Après j'en ai acheté 2 de 50 mètres de long, donc ça peut me permettre de couvrir une très grande zone. Je crois qu'initialement j'avais commencé avec une seule clôture, mais ça ne me permettait pas de couvrir tout le jardin.
Et ce poulailler n'était pas du tout mobile. Donc ça me limitait vraiment la zone des poules à une toute petite zone. Voilà, donc ça j'ai dû changer mon plan. J'ai aussi dû déplacer le poulailler qui était d'abord ici, au milieu du terrain, pour qu'avec mes 2 clôtures, sans devoir en racheter une 3e, je puisse atteindre les coins du terrain là-bas. Donc maintenant ça c'est fait. J'ai aussi installé un enclos fixe autour du poulailler pour avoir une sécurité totale la nuit. Donc l'enclos fixe, j'avais prévu de faire une vidéo sur sa construction, mais c'était finalement trop long. Ça s'est étalé sur plusieurs semaines parce que j'avais pas le matériel immédiatement ce qu'il me fallait. Mais en gros j'ai fait une tranchée de 6 mètres de x6 x6 x6. J'ai mis une porte sur un coin du carré. Par la suite j'ai rajouté une porte là-bas, mais ça s'est fait plus tard. Donc ça c'est une mini porte qui sert surtout aux poules à passer, pas tellement aux humains ou aux brouettes. Et donc la clôture est enterrée sur 30 cm. Les poteaux en métal font 2,50 m. Ils sont enfoncés de 30 ou 40 cm dans le sol. Puis il y a encore les 20 ou 30 cm de tranchée qui a été comblée. Et ensuite seulement ça sort du sol, donc c'est assez solide. Le grillage c'est du maillage fin de 25, donc il n'y a pas grand chose qui peut passer là-dedans. Ensuite j'ai mis un mât au milieu pour pouvoir mettre un grillage anti-rapace, un filet anti-rapace. Donc maintenant là-dedans c'est vraiment sécurisé. À l'endroit de la porte où j'ai pas de clôture enterrée, j'ai mis une dalle de béton. C'était assez facile à faire. Cadrage en bois imputrescible, mais voilà, un petit portail. S'il y a eu de la demande, je ferai un jour une vidéo complète sur comment faire une petite porte, comment installer un grillage. Donc j'ai longtemps procrastiné parce que je cherchais des poteaux en bois, en acacia qui soient imputrescibles. Je voulais pas mettre les 10 € dans les poteaux de métal parce que vous voyez, ça fait un certain nombre de poteaux, ça finit par être plusieurs centaines d'euros de grillage, de poteaux, de clôture. Et sauf que je trouvais pas le matériel qu'il me fallait. Et puis finalement un jour je me suis dit je préfère prendre du matériel durable qui durera 20 ou 30 ans. Une fois que je me suis convaincu dans ma tête que c'était vraiment l'emplacement final que je voulais pour le poulailler, j'ai opté pour des poteaux métalliques, un peu de béton dans le fond du trou pour qu'ils tiennent bien. Et j'en suis pas du tout déçu. Donc voilà, c'était une barrière psychologique. C'est toujours plus facile de d'essayer d'économiser des sous et puis de se retrouver 2 mois plus tard à refaire le boulot comme on aurait dû le faire dès le début. Et donc les sous économisés sont en fait de la perte sèche parce que le matériel est perdu. Mais bon, on va appeler ça de l'expérience. Donc voilà, et maintenant j'ai mon enclos fixe où les poules passent la nuit et puis peuvent aller boire et pondre en journée. J'ai ma clôture mobile que je bouge une fois par semaine. Donc j'ai un coin ici, un coin là-bas, et ensuite à l'arrière j'ai 1, 2, 3, au minimum 3 parcelles encore, donc ça fait 5 parcelles d'une semaine qui sont en rotation. Pour l'instant les poules et les canards ne mangent pas encore suffisamment l'herbe pour que je puisse complètement arrêter de faucher. Donc après avoir déplacé la clôture, je passe un rapide coup de faux à la main pour enlever les dernières graminées qui restent, pour être sûr qu'une fois de temps en temps l'herbe est complètement coupée, que les ronces n'aient pas le temps de s'installer. Mais je pense qu'avec l'arrivée des oies, ça va être de moins en moins nécessaire. Et je pense que j'exagère en le faisant chaque semaine après avoir bougé la clôture. Je pense que le faire 2 fois par an suffira. Donc voilà la stratégie. Donc rotation, c'est du pâturage dynamique rotationnel de volailles autour d'un terrain pour l'entretenir en attendant que les arbres poussent et fassent de l'ombre au sol. Et dans ce coin là-bas il y aura un jardin forêt comestible. Dans ce coin là-bas ça ressemblera plus à un verger. Ici je vais garder une grande clairière. Ici je vais rajouter quelques arbres, donc ça sera moitié jardin, moitié forêt. Ici pour l'instant j'ai du maïs et des courges, mais je pense que ça deviendra ma petite pépinière.
Donc ça restera hors de portée des poules. J'ai un petit coin potager derrière la clôture là, une petite serre ici, donc tout ça c'est... Je mets les poules que très très ponctuellement en hiver pour désherber, pour préparer le potager pour le printemps. Mais elles n'ont pas accès à ça toute l'année parce que j'ai des cultures là-dedans. Enfin, j'aurai des cultures quand j'aurai le temps de m'en occuper. Parce que j'ai pris beaucoup de temps à installer les arbres et les poules cette année-là, cette première année. Ouais, sinon je peux encore vous parler de mes arbres fruitiers. Là par exemple c'est un mûrier, donc c'est un arbre, c'est pas la ronce. Ça fait des petits fruits qui sont comestibles, qui sont très bons. Et quand ils tombent au sol, les poules les aiment aussi. Donc ça a plusieurs utilités. Donc ça va nourrir les poules, ça va nourrir les humains, ça va faire de l'ombre. C'est un très bel arbre en plus. Et plus loin dans le jardin, j'ai des arbres qui sont plus des pommiers, des cerisiers, des pruniers, des trucs un peu plus exotiques, des assiminiers, des amélanchiers. Voilà. Mais ça c'est un petit peu hors sujet. Donc j'en étais resté à mes 5 premiers canards et mes 4 premières poules. Assez rapidement par la suite, j'ai rajouté une canne de barbarie. Parce que j'en ai trouvé une sur un marché, que ça me plaisait bien. Puis rapidement j'ai dû remplacer une poule qui s'était fait bouffer et en rajouter une ou deux. Donc tout ça de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec 7 ou 8 poules. Je me suis encore fait manger 2 au printemps. J'avais du coup 7 ou 8 canards. Parce que j'ai aussi rajouté la Rouen qui est là-bas, donc la belle grosse canne là-bas qui est beaucoup plus grosse que les autres. Donc je m'étais retrouvé avec 7 femelles. Et ensuite j'ai voulu rajouter les oies. Et pour ajouter les oies, ma stratégie c'était d'acheter des œufs et de les mettre en couveuse en même temps que des poussins et des canetons. Pour avoir des oies, des poules et des canes qui s'entendent bien, qui se supportent, plutôt que d'acheter des oies adultes qui sont agressives envers les poules ou même des petites oies que j'aurais élevées à l'écart des poules puis que j'aurais introduit avec les poules. Je suis assez content de ma stratégie, même si les œufs de poule dans la couveuse n'ont pas éclos et que sur les 4 doigts, il y en a une seule qui a éclos et j'ai dû en racheter 2 autres oisons immédiatement après la naissance de la première pour en avoir plusieurs. Je sais pas encore combien j'ai de mâles et de femelles. J'espère avoir 2 femelles et un mâle, ce serait le cas idéal. 3 femelles c'est bien aussi. Si j'ai 2 mâles et une femelle, ça peut poser un problème au moment de la reproduction. Il va peut-être falloir que je me sépare d'une oie. Si j'ai 3 mâles, il va falloir que je me sépare de 2 oies et que j'en rachète une autre. Mais qui sera du coup pas élevée avec les poules et ça sera dommage. Mais bon, les probabilités sont assez faibles d'avoir 3 mâles ou 3 femelles. Et donc oui, donc j'ai acheté aussi des poussins en même temps, j'ai élevé tout ça ensemble. Je vous raconte ça parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté la couveuse. Mais quand j'ai acheté la couveuse, immédiatement j'ai voulu la tester. Donc avant de mettre les oies en couvaison, j'ai tout de suite fait ce que j'avais sous la main, ce qui était des canards. Parce que mes poules n'ont pas de coque. Donc les œufs sont pas fertiles. Alors que mes œufs de canne sont tous fertiles. J'ai 3 mâles pour 5 femelles, ce qui est un peu trop. Donc j'ai mis 12 œufs en couveuse. Je me suis retrouvé avec 9 canetons éclos vivants qui ont fait un beau petit troupeau. Immédiatement après, ma canne de barbarie s'est voulu couver. Donc j'ai mis 8 œufs de canne aussi. Ils sont tous éclos. Il y en a un qui est mort pendant la croissance parce qu'il s'est retrouvé coincé dans la clôture électrique. Donc je me suis retrouvé avec 7 canards en plus. Et je crois que j'avais fait le compte au maximum de population. J'avais 3 oies, 10 poules et 26 canards. Là la population a déjà commencé à baisser parce que les canards, les mâles je vais les manger. Les femelles j'en ai distribué quelques-unes.
parce que je peux pas toutes les garder, donc je fais une sélection pour garder les caractéristiques qui m'intéressent. Mais il faut que je trouve une manière de réduire la population. Je veux pas nourrir autant de volailles que ça en hiver. Et puis les cannes de Barbarie, les cannes de Kaki Campbell et les coureurs indiens, c'est des très gros pondeurs. Donc je me retrouve avec beaucoup plus d'œufs que je peux en gérer. Et autant j'arrive assez bien à distribuer les œufs de poule. Pour les œufs de canne, c'est plus compliqué de convaincre les gens que c'est très bon. Moi j'y arriverai parce que quand j'offre des œufs de canne, généralement les gens en redemandent. Mais ça part pas tout seul en fait. Donc voilà, je pense me stabiliser à moins de 10 canards en permanence, plus temporairement quelques portées de jeunes qui grandissent pour faire de la viande principalement. Je vais me limiter à ces 3 oies si j'ai bien au moins une femelle dans les 3. Les poules, quand les 4 nouveaux, dont 3 femelles arriveront à maturité, je vais avoir une surproduction d'œufs aussi. Mais comme de temps en temps je m'en fais attraper une par un rapace, je pense que c'est mieux d'en avoir quelques-unes d'avance. Ouais. Et puis surtout il faut que je garde une population suffisante pour entretenir le terrain. Donc je suis obligé de faire un peu avec la surproduction de viande, d'œufs. C'est un bon problème à avoir. Et puis oui aussi c'est pas plus compliqué d'élever 30 canards que d'en élever 10. La seule différence c'est qu'il y a quelques arrosoirs et quelques seaux d'eau supplémentaires le matin à porter pour mettre dans les petites piscines ou mettre dans leurs abreuvoirs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Ah oui, pour comparer un peu les types de volailles, moi j'ai choisi d'avoir de tout. Bon, je vais me limiter à ça, je pense. Je vais pas rajouter de faisan ou de paon ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà une bonne diversité ici. Alors les avantages de chaque... Les poules, ça a l'avantage d'être... Je trouve que c'est assez sympathique une poule. C'est assez attachant alors qu'un canard reste beaucoup plus distant. Les canards sont des animaux de meute. Ils restent entre eux. Les poules sont beaucoup plus indépendantes, solitaires et en même temps se laissent mieux approcher par les humains. Les poules font des œufs qui sont mieux connus, plus faciles à distribuer. Les canards font des œufs qui sont vraiment très bons. Je vous conseille d'essayer de vous en procurer, d'en élever. Comme les gens qui font de la permaculture le savent, les canards mangent des limaces. Mais elles mangent beaucoup de limaces, donc c'est très bien pour éradiquer les limaces. Par contre, ça mange exactement comme vous et moi, tout ce qu'il y a dans le potager aussi. Donc j'ai un peu laissé tomber l'idée de bêtement lâcher les canards dans le potager toute la journée pour manger les limaces, parce qu'au final j'ai pas de salade non plus. Et j'ai pas encore trouvé la bonne solution pour laisser les canards traverser le potager une fois par jour. Heureusement là on a une année avec très peu de limaces, donc j'ai pas encore eu le besoin de faire ça. Donc, pour l'instant je les laisse manger les limaces sur le pré, et ça fait beaucoup moins de limaces qui vont bouger vers le potager. Donc ça a un avantage certain. Elles mangent énormément d'insectes aussi. Donc il faut que je mette beaucoup de biodiversité dans le champ pour que les insectes se reproduisent. Ça leur fait une bonne source de protéines. Et nous, ça nous fait moins d'insectes sur le terrain. Ce qui pour les humains est pas mal quand on mange, quand on fait un barbecue. Mais je laisse quand même des grosses zones de biodiversité. Là-bas, il y a des orties. Ici, j'entretiens à peine mes buttes. Là, je laisse des buissons. Je laisse une ronce pousser ici. J'ai fait une butte de lavande dans laquelle, pour l'instant, je laisse pas les poules aller parce qu'elles grattent les buttes. Donc, elles aplanissent tout. Mais quand la lavande sera suffisamment étalée, elles n'arriveront plus à pénétrer dedans, et là je pense que je pourrais leur laisser l'accès libre. La lavande c'est aussi pour les abeilles, ça fait beaucoup de pollen et de nectar. Donc j'en étais à vous dire du bien des canards. Et les canards ils ont des inconvénients, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Si vous n'avez pas d'eau courante sur votre terrain, vous allez devoir tous les jours leur remplir des abreuvoirs, les nettoyer.
si vous pouvez pas juste leur mettre un très grand abreuvoir pour plusieurs jours, parce qu'elles vont le salir, quelle que soit la forme, quel que soit votre abreuvoir, vous n'allez pas pouvoir le maintenir propre plus d'une journée. Donc tous les jours, vider, remplir les abreuvoirs. J'ai expérimenté toutes les formes possibles, hein, mais il n'y a pas de miracle. La seule chose qui me reste à expérimenter, c'est les tétines sur des seaux suspendus en l'air, où les poules doivent piquer pour boire l'eau qui tombe. Mais on m'a dit que les canards comprennent le système très vite et passent leur journée à piquer jusqu'à ce que le seau se vide, parce qu'ils ont besoin d'eau pour se rincer la bouche et pour faire des trous de bec dans le sol. Ils injectent de l'eau et puis ça leur fait un trou. Oui, donc ça c'est un des systèmes que je pensais être super, parce qu'il est surélevé par rapport au sol. J'ai encore mis une couche de briques pour être certain qu'elles vont pas se mettre à côté, boire, injecter l'eau dans le sol, injecter la boue là-dedans. Donc ça reste propre un tout petit peu plus longtemps, mais à peine. Et les jeunes canards qui viennent de naître, qui sont nés cette année, qui ont 2 mois maintenant, se baignent là-dedans. Donc c'est pas idéal en fait. Après j'ai essayé ce format-là. Bah, vous pouvez voir qu'en mettant de la boue en bas, la boue rentre dans le réservoir aussi, donc c'est pas du tout propre. Alors que pourtant l'eau sort par un tout petit trou, mais ça suffit pas pour garder l'eau propre. Après on pourrait mettre les abreuvoirs à des endroits où c'est moins boueux, où il y a plus de végétation. Mais ça voudrait dire que les abreuvoirs sont pas à l'abri des rapaces. Et moi je veux que la nourriture reste dans un endroit sécurisé pour les volailles. Oui, donc les canards n'ont pas que des avantages, ça fait du travail quotidien. Alors que les poules, vous pouvez beaucoup plus facilement vous imaginer leur mettre de la nourriture pour plusieurs jours. Un portail électrique avec une cellule solaire qui s'ouvre quand le jour se lève et se ferme quand la nuit tombe. Mais les canards, non, c'est présence quotidienne obligatoire. Les oies, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus autonomes. Elles salissent moins l'eau. Elles mangent principalement de l'herbe. Il faut quand même leur mettre des graines à disposition, mais elles en mangent encore assez peu. Donc les oies, c'est un animal très facile à voir. C'est un animal de garde aussi. Vous pouvez l'avoir plus près de la maison. Et il fait beaucoup de bruit quand il y a des intrus ou quoi que ce soit d'anormal. Des animaux qui aiment pas le changement. Donc si vous changez de pantalon quand vous leur amenez à manger, elles vont peut-être vous agresser. Si vous approchez d'eux avec un téléphone en parlant fort, elles vont peut-être se mettre à gueuler aussi. Parce que c'est des choses inhabituelles. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner sur tous les types de volailles. Ils ont tous leurs spécificités, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Et dans un sens, c'est mieux d'avoir de tout parce que ça fait plus de diversité, ça a des impacts différents sur le sol. Donc une poule, un canard sera moins dommageable pour votre jardin que 2 poules ou 2 canards. Parce que les poules grattent, les canards font des trous de bec. Et c'est deux perturbations qui sont dans un sens complémentaire. Il vaut mieux avoir les deux. Alors que les oies arrachent des bouts d'écorce sur les arbres, mangent les feuilles, peuvent vous abîmer vos plantes. Donc elles ont des inconvénients aussi. Donc il faut adapter votre environnement pour que ça n'interfère pas trop avec vos cultures, avec votre forêt comestible, avec vos arbres fruitiers, tout en maximisant les interactions quand même, parce que les arbres fruitiers sont très positifs pour les poules, pour les oies, pour les canards. Je crois que je vous ai déjà dit beaucoup dans cette vidéo, donc on va s'arrêter là. Je voulais juste encore vous parler des canards de Barbarie, qui sont pas tout à fait la même race que les autres canards que j'ai. Et ça se voit principalement en fait qu'ils ne se mélangent pas aux autres canards, ils restent à l'écart. D'ailleurs il va falloir que je rachète au moins une canne de Barbarie parce que celle-là est seule pour le moment. Alors ils s'hybrident avec les canards quand ils se reproduisent et ils font des petits canards stériles, ça s'appelle des mulards.
Et si vous prenez une canne de Barbarie, qui est une des plus grosses cannes disponibles, surtout les mâles, les plus gros canards qui existent, et que vous les mélangez à des races qui sont des races à viande comme des Rouen ou des Pékins, vous faites des hybrides qui sont très gros aussi, qui grandissent très vite et qui sont utilisés entre autres pour le foie gras. Alors moi j'ai pas ça, moi j'ai des mélanges de cannes de Barbarie femelles avec des mâles gringalés, des coureurs indiens et des khaki Campbell, et ça fait des petits êtres bizarres. Je sais pas si je vais vous le trouver. Je crois que c'est lui dans le fond là-bas. C'est à mon avis un croisement entre la canne de Barbarie et un coureur indien. Lui là. C'est probablement un spécimen unique dans le monde. Il est très intéressant. Alors il s'isole aussi des autres canards. Il se comporte beaucoup comme une canne de Barbarie, mais sans se mélanger avec sa mère non plus. Donc il est complètement isolé. La prochaine fois que je fais une portée, il faudra que j'en fasse plus d'un. Et c'est intéressant comme croisement. Après, ça ne pond pas d'œufs. Et donc ça n'a d'intérêt que pour la viande, même les femelles. Voilà pour cette vidéo. A plus. J'ai oublié de vous parler des avantages et des inconvénients de laisser les animaux en liberté. Alors vous aurez sûrement compris que chez moi, un des buts principaux d'avoir des volailles, c'est d'entretenir le terrain. Donc la question ne se pose pas, je ne veux pas les enfermer dans un poulailler fermé, les nourrir purement au grain. Il faut qu'elles puissent tourner dans l'herbe, changer de pâturage régulièrement, laisser repousser l'herbe derrière. Donc on ne peut pas mettre un filet au-dessus d'un champ de 4000 m². Donc moi j'ai pas d'autre solution que de les laisser en plein air. Elles sont protégées des prédateurs par un filet qui est électrifié, qui semble fonctionner très bien. Alors je ne peux pas vous garantir qu'il y a déjà eu des tentatives d'attaque, peut-être que j'ai juste eu de la chance, mais d'après ce que j'ai compris, ce genre de filet ça résiste à un ours, ça résiste certainement à un chien et probablement à un renard. C'est électrifié sur toutes les rangées sauf celle qui est vraiment en contact du sol. Alors évidemment il y a des inconvénients parce que c'est en contact avec l'herbe, donc il y a beaucoup de pertes électriques, mais ça reste suffisamment puissant avec un bon électrificateur branché sur le secteur là-bas, avec une longue rallonge qui vient se connecter au bout de la clôture. Donc ça c'est la protection terrestre, ça me pose pas tellement de problèmes. Par contre j'ai besoin de... Moi j'ai un problème d'attaque aérienne, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai des poules qui se font attaquer par soit des buses ou des milanges, et je suis pas sûr d'avoir reconnu. Et donc j'ai la partie poulailler fermée où elles peuvent se réfugier qui est bien protégée. Dans le futur il y aura des buissons, des arbres partout, donc elles seront bien protégées, où elles auront des abris tout à fait à portée. Mais en attendant que tout pousse, j'ai un vrai problème d'attaque de buse. Et donc je leur installe des abris artificiels, je vais leur poser un miroir quelque part dans le champ et des boules de disco ou des miroirs sphériques en espérant que ça les protège. Donc ça c'est pour la prédation. Je pense que c'était important d'en parler aussi. Si votre jardin est beaucoup plus petit et que vos poules sont toujours dans la même zone, je vous conseille d'acheter un filet aérien et vous n'avez pas de problème. Clôture enterrée ou alors électrifiée et filet au-dessus et vous êtes sûr de jamais avoir de soucis. Vous avez une volière fermée. Mais bon, je pense que ça a un intérêt si vous voulez juste produire des œufs. Mais c'est beaucoup plus de travail, je pense. Il faut leur apporter à manger tous les jours. Elles n'ont pas une alimentation très diversifiée, donc vos œufs seront pas très bons. Alors qu'ici, les œufs sont excellents. Elles ont des insectes à manger, elles ont de l'herbe à manger. Elles ont vraiment tout ce qu'il leur faut en aliments. Elles peuvent manger des herbes aromatiques si elles ont besoin de se soigner. Donc c'est plus sain aussi. Il y a énormément d'avantages à avoir un système ouvert comme ça avec des poules qui se baladent en liberté. Mais par contre il faut vous attendre à de la prédation et à perdre des poules de temps en temps.
et vous allez les perdre d'autant plus qu'elles sont novices et qu'elles ne sont pas habituées à vivre en plein air. Donc mon conseil, c'est d'acheter toujours plusieurs volailles d'un certain type en même temps, et si vous en perdez une, les autres apprennent de l'expérience et apprennent à surveiller le ciel. Voilà pour ça. Je vais encore vous parler d'un petit point de détail que j'ai oublié de mentionner. C'est le filet qui marche très bien dans mon cas pour les prédateurs terrestres et pour contenir les volailles. Il a un gros inconvénient, c'est que c'est difficile à déplacer quand vous avez des arbres, des buissons, des cultures. C'était vraiment beaucoup plus facile à l'époque où j'avais planté moins d'arbres, et c'est de plus en plus compliqué. Vous voyez que la ronce et l'espèce de prunier sauvage qui pousse à côté sont en train de se toucher, donc j'arrive déjà plus à passer là. J'arrive pas à passer à travers la butte. J'ai de plus en plus de coins à faire, d'angles à éviter. Donc à terme, le filet ne marchera plus pour moi. J'espère pouvoir l'utiliser encore 2 ou 3 ans. Mais au fur et à mesure que la forêt dans le coin là-bas poussera, il faudra soit que je dégage un chemin pour poser le filet, soit que j'installe des clôtures permanentes pour délimiter mes parcelles de manière fixe. Donc encore un point de détail à garder dans un coin de votre tête le jour où vous installez vos propres volailles, c'est que le filet c'est bien, mais c'est surtout bien quand vous pouvez le traîner par terre et que ça va pas se coincer sur plein d'obstacles. Sinon à chaque fois vous êtes obligé de prendre poteau par poteau et de vous trimballer avec de replier les 50 mètres et ensuite de les déplier à nouveau dans l'autre sens. Et c'est relativement lourd et vous restez accroché à tous les buissons qui sont sur votre chemin, donc ça n'a pas que des avantages le filet.